Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Conico Macro que nous avons intitulée Y a-t-il un pilote dans l'avion? Alors ça fait bien sûr référence à la volatilité des décisions prises par la nouvelle administration américaine. Donc on constate que ces volatilités au niveau politique ont un impact sur les marchés. Donc on voit que la volatilité des marchés actions, des marchés des devises, dans une moindre mesure de certaines matières premières, proviennent quasi totalement, notamment au niveau international, au niveau des décisions sur les droits de douane américains. Donc on voit qu'il y a eu des va-et-vient, on ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir, les décisions changent d'une semaine à l'autre. Donc ce qu'on constate, c'est que même au-delà de ces droits de douane, il y a une difficulté à trouver une ligne directrice à la politique américaine. Au niveau de la politique intérieure, on constate qu'il y a une certaine tension entre les élus républicains eux-mêmes, Trump y compris, et la base électorale, qui désapprouve certaines décisions prises par rapport aux promesses électorales. Et tout ça se reflète dans les différentiels, donc pour revenir au niveau macroéconomique, dans les différentiels au niveau des cours des actions notamment, ou au cours des devises des États-Unis contre le reste du monde. Donc on va passer au travers de la présentation, au travers de ces différents éléments sur les différentes classes d'actifs. On regarde déjà au niveau de l'évolution des taux. On prend ici les taux long terme. Donc on constate que de manière générale, les taux longs américains sont très nettement au-dessus de la plupart des taux longs des autres économies. Face à cela, Trump met la pression sur la Réserve fédérale américaine en l'accusant d'être responsable finalement de ces taux longs plus élevés, même si la Réserve fédérale a principalement un impact sur le taux directeur. Donc le fait, si elle le baissait plus rapidement, ça n'aurait pas nécessairement un impact sur les taux longs, bien au contraire, ça pourrait encore amener une perte de confiance supplémentaire. Mais enfin, de manière générale, Trump met la pression sur la Fed. Là, on constate un autre de ces éléments d'incertitude créés par l'administration américaine, avec cette tension qu'il y a entre le pouvoir politique et puis la Réserve fédérale, qui elle est censée rester indépendante. Et donc ça se retrouve au niveau de l'évolution des taux. L'autre élément qui inquiète, je dirais, l'administration Trump, et les raisons pour lesquelles aimerait voir la Fed agir plus rapidement, c'est que là, c'est un peu leur faute, puisqu'ils ont décidé d'augmenter les dépenses avec des déficits encore plus élevés sur les années à venir, malgré les promesses électorales qui allaient dans le sens inverse. Et là aussi, ça a créé des tensions au sein du camp républicain, puisque tous ne sont pas d'accord au sein de la base, notamment par rapport à cela. Mais enfin, ils ont décidé d'augmenter les déficits à une nouvelle fois avec des dépenses supplémentaires. Et c'est clair que ça fera la dette supplémentaire qu'il faudra financer. Et Trump aimerait bien voir des taux plus bas pour plus facilement financer finalement cette dette qui continue de s'accumuler. Au niveau de l'évolution des bilans des banques centrales, on a mis deux graphiques, un sur le long terme et un sur le plus court terme. Je vous propose de nous concentrer plus précisément sur le court terme. Donc on constate que depuis les plus hauts atteints durant notamment la crise Covid, ces bilans des banques centrales ont globalement continué de baisser. Alors, reste à un niveau d'un point de vue historique élevé, mais ils ont continué de baisser. C'est un petit peu en contraste avec les taux directeurs. De manière générale, les taux directeurs ont, eux, globalement baissé de manière plus rapide sur certaines économies que sur d'autres. Et là, on revient aux États-Unis où, effectivement, ce qui dérange l'administration Trump, c'est que la Fed avait baissé ses taux directeurs en fin d'année passée, et depuis le début de l'année, c'est une des rares banques centrales à ne pas les baisser du tout. Et ça aussi, ça rend Trump furieux, qui aimerait que ça aille plus vite. Et là aussi, ça crée des incertitudes, des doutes sur les actifs aux États-Unis. Si on passe au niveau de la courbe des taux, donc on voit qu'il y a eu une normalisation globale sur la plupart des régions, sauf aux États-Unis, une nouvelle fois, puisque les taux courts sont légèrement ou nettement plus élevés même que les taux 3 à 5 ans, quasiment au même niveau que les taux à 10 ans. Donc on voit qu'il y a encore cette inversion de la courbe des taux qui se maintient aux États-Unis. Malgré tout, le marché anticipe quand même qu'il y aura une baisse des taux directeurs à venir. Simplement, il y a un doute sur leur rapidité, mais le fait que le marché price déjà des taux plus bas sur les taux moyen terme que sur les taux court terme, on constate qu'effectivement, il y a quand même cette attente de baisse de taux directeur à venir. Donc, parce que pour rappel, la Banque centrale a pratiquement un impact sur les taux courts avec le taux directeur, et les taux longs, c'est plutôt le marché qui anticipe au niveau de l'inflation, de l'évolution économique, où ces taux bougent finalement. Sur les autres marchés, on voit qu'il y a une évolution entre guillemets plus saine de la courbe, puisque les taux courts sont inférieurs aux taux longs. Et élément intéressant, vous constaterez que sur le graphique concernant la Suisse, en bas à droite, on constate que globalement, sur les échéances jusqu'à 3 ans, les taux sont négatifs.
Donc ça, c'est aussi en relation avec le fait que la BNS a baissé son taux directeur à 0 récemment. Certains anticipent qu'ils vont même aller sur les taux directeurs négatifs à venir. C'est pas encore sûr. La BNS, à notre avis, souhaiterait éviter cela. Mais enfin, en tout cas, sur les taux de marché, jusqu'à 3 ans, les taux sont à ce jour négatifs. Ensuite, si on regarde au niveau de l'évolution des devises, sans surprise, j'ai envie de dire, au niveau du franc suisse, on voit qu'il y a un renforcement par rapport à la plupart des devises depuis le début de l'année. Alors, principalement contre le dollar, puisque le franc suisse s'est renforcé d'environ 12% depuis le début de l'année face au dollar. Mais par rapport aux autres devises aussi, de manière générale, le franc a eu tendance à se renforcer. Ce, malgré le fait que la BNS a mis les taux directeurs à 0, il y a cette tendance qui se poursuit. Donc, comme on le verra plus tard dans la présentation, c'est aussi dû au fait que l'inflation suisse est à nouveau un plus bas, proche des plus bas historiques, donc ce qui explique aussi une plus forte confiance dans le franc suisse et son renforcement relatif aux autres devises. On reste quand même sur les devises, mais plus spécifiquement sur le dollar, comme réserve de devise mondiale, largement utilisée, donc très important à suivre. Comme je disais avant, le dollar s'est affaibli face au franc suisse depuis le début de l'année, mais pas face au franc suisse, en fait. C'est affaibli contre la plupart des devises. Et si on regarde par rapport à ce panier de devises qu'est le dollar index, on voit que sur ce premier semestre de l'année, le dollar a perdu environ 10% face à ce panier de devises. Donc ça le place sur un des plus mauvais semestres historiques. On n'a pas connu un premier semestre de l'année aussi négatif depuis 1973. Donc on voit là aussi, ça dénote finalement cette perte de confiance qu'il y a sur les actifs américains en raison en grande partie des décisions liées à l'administration actuellement en place, soit au niveau des droits de douane ou d'autres éléments de politique extérieure intérieure prise par cette administration. Au niveau de l'évolution des marchés actions, on avait eu cette forte baisse, ce début de panique presque au mois d'avril, au moment où l'administration Trump avait annoncé des fortes hausses des droits de douane sur la plupart des pays du monde. Et ça avait vraiment créé un effet de panique assez rapide, que ce soit sur les taux longs américains. Ça, je pense, ça a surpris probablement l'administration, puisque immédiatement, les investisseurs internationaux sont délaissés du dollar, sont délaissés d'obligations américaines. Donc les taux étaient rapidement remontés. Donc ça, c'est un des éléments qui avait poussé l'administration à revenir sur leurs décisions sur le court terme et à annoncer une pause de 90 jours sur ces fameux tarifs. Alors depuis, ils ont fait des va-et-vient sur cette décision. On ne sait pas encore trop où cela va finir, mais ça participe à maintenir cette incertitude finalement sur les actifs américains. Au niveau des marchés actions, justement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a ce fort différentiel entre les actions américaine et le reste du monde. Donc, si on se focalise sur le graphique à plus court terme depuis 2017, pour y voir plus clair, donc on constate effectivement qu'il y a ce différentiel qui s'est creusé, avec toujours converti en francs suisses, donc c'est pas en nominal ici, c'est vraiment tout est converti en francs suisses. On constate que les marchés actions américains et mondes sont en baisse depuis le début de l'année, alors que les autres marchés sont en hausse. Et même la baisse des actions monde provient en fait exclusivement des actions américaines, puisque l'indice actions internationales est composé à 3/4 des actions américaines. Donc forcément, si les actions américaines baissent autant, ça a un impact sur les actions internationales à travers de l'indice des actions internationales, justement. Et donc, on voit ce différentiel qui s'est creusé. On pense que ce différentiel va se maintenir sur le reste de l'année, voire potentiellement même empirer. Donc, toujours en raison de cette perte de confiance sur les actifs, perte de confiance relative sur les actifs américains pour revenir. Mais de manière générale, on pense que les marchés actions hors éléments relatifs, États-Unis versus le reste du monde, de manière générale, ils devraient quand même être orientés à la hausse. Ce qui nous pousse à croire ça, c'est que les banques centrales continuent à rester accommodantes malgré tout. Et plusieurs pays ont annoncé quand même des stimulus fiscaux. On l'a mentionné avant, les États-Unis ont décidé d'augmenter leur déficit, d'augmenter les dépenses. Donc ça, forcément, sur le court à moyen terme, ça a un impact positif sur l'évolution économique ou l'évolution des actifs financiers, même si ça peut créer effectivement des problèmes sur le long terme avec une dette toujours plus importante. Mais enfin, sur le court à moyen terme, on pense que ça devrait quand même participer à stimuler, même si l'effet sur le dollar lui-même devrait être négatif. Mais au niveau des marchés actions, ça devrait quand même être positif. Idem pour la Chine. Cela dit, dans une moindre mesure, parce qu'ils ont aussi annoncé des différents stimuli fiscaux. Donc ça aussi devrait avoir un impact négatif globalement. Et pour finir sur l'Europe, puisque sur l'Europe, il y a quelques mois, il y a eu des différentes annonces de réarmement, de plans
de dépenses en centaines de milliards, que ce soit donc pour le armement ou pour d'autres domaines de l'économie. Donc ça aussi, a priori, sur le court à moyen terme, ça devrait avoir des impacts positifs supérieurs aux impacts négatifs créés par les droits de douane lancés par les Américains. Et ce qui est important toujours à relever, je dirais, c'est que la plupart des autres pays entre eux ne souhaitent pas imposer de nouveaux droits de douane. C'est vraiment un impact États-Unis versus le reste du monde, j'ai envie de dire. Si on regarde au niveau pour rester sur le commerce justement, le Baltic Dry Index, donc qui est un indice des prix du transport maritime sec au niveau mondial. Donc on voit que cet indice globalement est resté stable. Donc cela dénote du fait que le commerce mondial reste stable malgré tout. Il n'y a pas une baisse de la demande pour le commerce mondial. Donc finalement les prix du transport maritime restent globalement stables. Là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle de constater que malgré ces va-et-vient liés aux droits de douane américains, de manière générale, le commerce reste relativement stable. Ça aussi, ça donne des raisons de se réjouir. Une nouvelle fois, comme je l'ai mentionné avant, il n'y a pas de volonté de la part des autres pays de restreindre le commerce mondial. C'est vraiment États-Unis contre le reste du monde. Ensuite, on arrive en matières premières. A priori, si on regarde sur le graphique global des matières premières, au niveau du Rogers Commodity Index, on constate une certaine stabilité. C'est un indice qui intègre finalement toutes les matières premières. Mais si on regarde juste au niveau de l'énergie, au travers du pétrole, là on voit qu'il y a une importante baisse. Donc ça dénote du fait que les autres matières premières, que ce soit les métaux, l'agriculture, sont soit en hausse, soit globalement stables, ce qui fait qu'en moyenne il y a cette stabilité, mais ça cache en fait le fait que certaines matières premières sont en forte hausse depuis le début de l'année. Alors on l'a pas mis sur les graphiques ici, mais au niveau du cuivre par exemple, le cuivre monte de 40% depuis le début de l'année. Idem sur d'autres métaux. Donc on voit qu'il y a quand même un certain retour à la hausse des prix des matières premières qui est en partie caché par le fait que le pétrole reste malgré tout, lui, sous relative pression. Ensuite, au niveau de l'or, élément intéressant, alors c'est une matière première, oui, mais c'est surtout un actif monétaire. Donc on constate que la forte hausse qu'on a eue l'année passée, et ça n'a pas empêché que la hausse se poursuive en début d'année. Donc ces hausses, que ce soit l'année passée ou cette année, sont principalement tirées par les achats des banques centrales. Donc c'est vrai qu'au niveau public, de manière générale, il n'y a pas un intérêt très fort pour l'instant. Donc on pourrait dire le contraire, malgré cette forte hausse, ce n'est pas le cas, puisque c'est principalement tiré par les achats des banques centrales. Et là, une nouvelle fois, on revient sur notre thème de la présentation. Ces achats d'or par les banques centrales, c'est en partie pour remplacer une partie des réserves de dollars qu'elles ont dans leur portefeuille. Donc on voit là aussi, ça dénote de cette perte de confiance qu'on constate sur les États-Unis. On pense de manière générale que les matières premières doivent rester orientées à la hausse sur les prochains trimestres. Une nouvelle fois en raison des stimuli fiscaux, mais également des banques centrales accommodantes. Et au niveau de l'or, on pense également que cette tendance d'accumulation des banques centrales devrait se poursuivre. Et ça aussi, ça devrait maintenir une pression haussière sur les cours de l'or. Toujours pour rester sur les matières premières, juste pour se rendre compte en fait que d'un point de vue long terme, on prend les matières premières sur le long terme et on constate que ici depuis les années 70, si on corrige les cours de l'inflation américaine, les cours en dollars finalement à ce jour, ils ne sont pas très élevés d'un point de vue historique. Donc on voit qu'il y a clairement du potentiel de hausse sur les matières premières si les conditions macro sont correctes. Ensuite, au niveau de l'évolution des PIB, on constate que de manière générale, la plupart des économies sont orientées à la hausse, sauf les États-Unis où on a constaté qu'il y a eu un premier trimestre légèrement négatif. Alors, on partait justement à cause de ces incertitudes liées à la politique américaine, que ce soit intérieure ou extérieure. Donc, on voit qu'il y a eu ce premier trimestre négatif. A priori, d'après les premiers pronostics, on peut constater que ce soit au niveau de la Fed ou du marché en général, le deuxième trimestre devrait quand même être orienté à la hausse sur les États-Unis, donc il devrait échapper à une récession technique. Mais de manière générale, donc, la plupart des pays devraient être orientés positivement au niveau de l'évolution économique. Une nouvelle fois, les stimuli annoncés, que ce soit par les Américains, les Européens, de moindre mesure les Chinois, et des banques centrales accommodantes, même si la Fed tarde un peu, on pense qu'elle devrait se remettre à baisser les taux directeurs prochainement. Donc ces éléments-là, tous combinés, font qu'effectivement, sur le court à moyen terme, ça aurait un impact positif sur l'évolution économique. Ensuite, au niveau des taux de chômage, c'est un peu le même constat.
dans le sens où les taux de chômage sont relativement bas par rapport à leur plus haut historique constaté durant le Covid notamment. Une légère remontée par région, mais ça reste tout de même relativement bas. Là aussi, on pense que ça devrait être orienté ou rester à ce niveau-là dans les prochains trimestres, une nouvelle fois en raison des stimuli fiscaux ou monétaires, même si il y a toujours ces incertitudes qui pèsent sur les droits de douane. Un élément que j'ai pas mentionné avant sur ces droits de douane américains, on- les États-Unis ont tel déficit commercial avec le reste du monde que même avec ces droits de douane, ils devraient continuer à importer des produits du reste du monde. Donc, le commerce à ce niveau-là ne devrait de toute manière pas s'arrêter sur le court moyen terme, puisque malgré tout, les États-Unis, s'ils voulaient produire eux-mêmes, produiraient à des niveaux beaucoup plus élevés, même en tenant compte des tarifs, sans compter le fait que ça prendra du temps de rapatrier une partie de la production. Donc, malgré tout, le commerce devrait continuer à se faire. Ensuite, au niveau des indicateurs avancés, les indices PMI, donc pour rappel, ce sont des sondages sortis auprès des entreprises pour savoir quelle est leur opinion sur l'évolution future des affaires, donc ce qui est note d'un indicateur avancé. Donc, on constate de manière générale, ces indicateurs avancés sont à la limite entre expansion et contraction. Donc, pour rappel, au-dessus de 50, ça veut dire qu'il y aura, les entreprises anticipent une expansion, et puis en dessous de 50, une contraction. Et puis là, on voit que c'est tous un peu la limite, donc il y a un certain attentisme de la part des entreprises, aussi en raison des incertitudes liées aux tarifs. Donc dès qu'on y verra plus clair, on espère dans les prochains mois, ces indices PMI devraient globalement, à notre sens, se remettre à monter, et une nouvelle fois en raison des éléments positifs de court et moyen terme liés aux stimuli fiscaux et monétaires. Tout ça, bien sûr, ça peut avoir forcément un impact négatif qui est ce qui nous amène à notre dernier slide macroéconomique, l'indice des prix à la consommation. Donc on constate de manière générale, sur la plupart des régions, il y a eu une baisse de ces taux d'inflation, mais il reste à ce jour au-dessus des niveaux pré-Covid, pré-crise Covid, sauf en Chine et en Suisse, où il n'y a quasiment pas d'inflation. On a même eu certains mois avec une légère contraction. Donc au niveau de la Suisse, en tout cas, ça se reflète au niveau de l'évolution du franc suisse, qui est très recherché, et avec la BNS qui avait décidé de baisser son taux directeur à zéro pour tenir compte de cette inflation qui est elle-même à zéro. Donc on pense que dans les prochains trimestres, ces taux d'inflation devraient, à notre sens, pas se compresser davantage sur le plan des régions, rester stable, voire en légère augmentation, en raison une nouvelle fois de ces stimuli fiscaux et monétaires qui devraient également avoir donc un impact sur une inflation a priori plus élevée dans les trimestres qui viennent. Alors, tous ces éléments macroéconomiques, finalement, comment est-ce qu'on les interprète au niveau des investissements? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, on passe aux perspectives par classe d'actifs. Si on s'arrête tout d'abord sur les liquidités pour commencer. Alors, pour les investisseurs en francs suisses, bien sûr, avec la BNS qui a baissé le taux directeur à zéro, on constate que la plupart des banques ont annoncé qu'elles vont imposer des taux négatifs sur les comptes. À ce stade, on parle d'environ moins 0,2%, puisqu'il y a bien sûr le taux directeur de la BNS lui-même, plus les marges des différentes banques. Les investisseurs vont pas vraiment pouvoir y échapper, puisque même les placements de court terme sont également négatifs. Alors, on l'a vu avant sur le franc suisse, jusqu'à 3 ans d'échéance, on a des taux négatifs. Cela dit, nous, on recommande quand même de ne pas forcément aller surpondérer toutes les autres classes d'actifs juste pour éviter ce taux légèrement négatif. Pas nécessairement augmenter le risque sur le portefeuille juste pour éviter l'intérêt négatif, même si c'est effectivement embêtant, ça reste relativement faible, et essayer globalement de ne pas trop en tenir compte dans les décisions d'investissement. Au niveau des obligations, ensuite, si on passe à la partie obligataire, alors nous, on recommande toujours des allocations relativement faibles sur les obligations, avec même des sous-pondérations quand c'est possible, avec des durations plutôt courtes, puisque c'est clair qu'il y a toujours un risque que les taux se remettent à monter assez fortement, qu'on avait connu en 2022 en cas de reprise plus forte qu'attendue de l'inflation, et des pertes en capital assez importantes pourraient se faire. Donc là, on continue à recommander des durations faibles et des pondérations faibles également sur les obligations. Alors en partie, on peut compenser ça par différentes alternatives d'investissement, que ce soit la dette privée, les senior loans, les ILS ou d'autres éléments de ce type, où on peut encore trouver un petit peu de rendement sans aller chercher trop de risques nécessairement. On est globalement neutre sur les actions. On ne pense pas que ces éléments liés aux droits de douane devraient impacter trop négativement sur les trimestres à venir. Même si cela venait à être un peu négatif, cela sera compensé à notre sens par une nouvelle fois ces stimuli fiscaux et monétaires qui devraient être présents.
Seul élément, on est plus négatif sur les États-Unis que sur le reste du monde, donc plutôt pondérer les actions américaines. Faire surtout attention au niveau des actions internationales, puisque l'indice est lui composé à 3/4 des actions américaines, comme je l'ai mentionné avant. Donc voilà, juste ce bémol sur les éléments relatifs, notamment sur le risque qu'il y a toujours sur le dollar, malgré sa baisse, il n'est pas exclu qu'aucune baissée. Donc plutôt privilégier ou surpondérer, sans s'exclure totalement des États-Unis, surpondérer quand même les autres marchés pour tenir compte de ce risque spécifique sur les États-Unis en raison de la politique menée par l'administration actuelle. Pour finir, sur l'immobilier, là aussi on est globalement neutre. C'est clair qu'avec la baisse des taux sur le franc suisse, l'immobilier une nouvelle fois a été stimulé. Nous, ce qu'on recommande, c'est au niveau des placements indirects, plutôt se focaliser dans la mesure du possible sur les fondations et pour la partie cotée, l'éviter dans la mesure du possible. Mais quand on en a privilégié, bien sûr, sans surprise, les stratégies avec des allégements un petit peu plus faibles, si on peut encore en trouver. Voilà un petit peu le tour de cette édition de Coninco Macro. Je vous remercie et puis je vous dis à une prochaine fois. Merci.